Tout le monde est à peu près ici présent. Monsieur le ministre, cher Christophe Castaner, bienvenue à ESCP Europe. C'est une maison dans laquelle vous entrez ce soir pour la première fois, mais donc vous entrez dans la plus vieille école de commerce du monde, créée en 1819, et on aura notre super bicentenaire l'an prochain. Alors je vais être très bref, simplement, encore une fois, vous souhaiter la bienvenue, vous dire que c'est une maison qui est profondément européenne, puisque tous les élèves doivent passer un moment significatif sur des campus européens de ESCP Europe, où nous sommes dans plein de pays depuis très longtemps, de Berlin, Madrid, Varsovie, Turin et Londres, et vous dire que cette maison, si certains pensent à mettre les peuples en marche, cette école est en marche avec les étudiants européens depuis fort longtemps, puisque la majorité des élèves de cette école sont des Européens autres que Français. Voilà, vous dire également que c'est dans ces amphis que Nicole Fontaine, qui était professeur ici, a donné vraiment la fibre européenne à beaucoup d'élèves. Vous souhaitez la bienvenue. Encore une fois, saluer l'initiative parfaitement coordonnée des élèves de Tribune. Et je passe la parole dès maintenant à Simon, où est-il? Voilà, Simon Fréjaville, pour faire son introduction, je n'allais pas dire rituelle, mais certainement emblématique. Bonne soirée. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le délégué général de la République En Marche, Monsieur Christophe Castaner. Si je devais, pour commencer ce portrait, résumer votre personnalité par un mot, et un seul, j'utiliserais celui d'atypique. Certes, ce terme est bien trop utilisé aujourd'hui, et particulièrement, croyez-moi sur parole, dans les entretiens de personnalité qui permettent d'intégrer notre école. Mais votre personnalité détonne tant dans le monde politique actuel que je n'en trouve pas de plus approprié. Laissez-moi m'expliquer et reprenons du début. Comme le trahit votre accent chantant, vous grandissez dans les Alpes d'Haute-Provence, fils d'un père militaire et d'une mère femme au foyer. Et là où certains de vos congénères actuels empruntent les bancs des meilleurs lycées français, dans l'optique de terminer énarque, polytechnicien ou diplômé de Sciences Po, vous, à la suite d'une violente dispute avec votre père, vous quittez du jour au lendemain le foyer familial à l'âge de 17 ans, sans le bac. Vous vous mettez alors à arpenter le monde de la nuit marseillais, où vous gagnez de l'argent en jouant au poker. Dans cet univers que vous n'hésitez pas à qualifier d'interlope, vous avez des fréquentations, disons, dangereuses. Mais à 20 ans, vous décidez de ne plus laisser votre destin entre les mains du croupier. Vous reprenez vos études et passez le bac en candidat libre à l'âge de 20 ans. Lorsque vous entrez à l'université de droit d'Aix-en-Provence, la politique frappe à votre porte, puisque vous réactivez la section UNEF de cette faculté marquée à droite. Encarté au PS depuis 1986, vous fréquentez Michel Rocard, aux côtés des autres Hamon, Faure ou Valls. Après un court passage à la Banque nationale de Paris, votre carrière politique commence véritablement lorsque vous devenez directeur de cabinet, successivement, du maire du 10e arrondissement, Tony Dreyfus, en 1995, de Catherine Trottmann, alors ministre de la Culture, en 1998, et de Michel Sapin, ministre de la Fonction publique, en 2000. Celui-ci vous donne alors le surnom de Kéké. Si je puis me permettre cette légère digression, monsieur le ministre, je pense qu'on peut trouver une partie de l'explication de ce sobriquet dans la coupe mulet que vous arborez alors. Vous aggravez d'ailleurs votre cas en disant récemment « le pire, c'est que je trouvais ça pas mal ». Mais laissons ces écarts capillaires de côté. Vous revenez alors chez vous pour vous soumettre au suffrage universel. Ainsi, vous êtes élu maire de Forcalquier en 2001, fonction que vous exercez jusqu'en 2017. Puis vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2004. Et enfin, député de la 2e circonscription des Alpes d'Haute-Provence en 2012. En 2015, vous échouez cependant à devenir président de la région face à Christian Estrosi et Marion Maréchal, alors Marion Maréchal Le Pen. Mais vous avez la noblesse d'esprit de vous retirer alors que vous êtes qualifié au second tour afin de faire barrage au Front National. C'est alors qu'Emmanuel Macron débarque dans votre vie. J'utilise ces mots à dessein, vous qui déclarez que votre relation avec le président de la République possède une dimension amoureuse. Ainsi, vous quittez tout pour lui, si je puis me permettre, et devenez son porte-parole au cours de la campagne, arguant du fait que la politique, c'est se placer au bon endroit et au bon moment, sans forcément savoir ce que sera l'après. Une fois élu, le président vous réitère sa confiance, en vous nommant secrétaire d'État, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Certains médias s'amusent alors des quelques lapsus qui jalonnent vos différentes prises de parole. En effet, dans votre bouche, Muriel Pénicaud devient Muriel Pinocchio,
où l'augmentation des fiches de paie sont transformées en augmentation des feuilles d'impôt. Différence notoire tout de même. Le 18 novembre 2017, vous devenez délégué général de la République En Marche. Poste qui semblait prédestiné à celui qui n'a pas hésité à parcourir plus de 300 km à pied en 2016 afin d'aller au contact de tous les habitants de sa circonscription. Malgré vos responsabilités gouvernementales, votre naturel direct et amical ressort parfois. Comme durant cet échange impromptu avec le Premier ministre lors de votre élection à la tête de la République En Marche, vous l'interpellez de la manière suivante après votre discours. « Ça allait mon poulet ». Il est vrai qu'on est ici loin des usages oratoires auxquels doit être habitué le Premier ministre. D'ailleurs, pour conclure ce portrait, je reprendrai les termes utilisés par Édouard Philippe pour vous décrire le même soir de votre élection. Casta, c'est d'abord un accent. C'est aussi une volonté, celle de faire réussir une équipe, et je ne sais pas s'il fera un bon délégué, mais je sais qu'il fera un bon général. Un bon général, la boucle est bouclée pour le fils de militaire que vous êtes. Alors, monsieur le ministre, en vous remerciant de l'honneur que vous nous faites par votre présence à nos côtés, il ne me reste plus pour moi qu'à vous souhaiter à tous une bonne conférence. Alors, monsieur le ministre, avant de commencer cette conférence, est-ce que vous souhaitez revenir sur le portrait que Simon vient de faire de vous ? Une toute petite correction. La presse un jour a évoqué que le moment interlope était lié au milieu marseillais, parce que ça faisait certainement mieux encore. Ce n'était pas tout à fait vrai. C'était plutôt une vie basalpine et non pas marseillaise. Mais je vais rebondir sur le fait que j'ai toujours assumé, non pas la vie privée, celle-ci un jour elle est sortie. J'étais chez Ardisson, qui avait manifestement bien travaillé et qui... Alors, ce n'est pas du vrai direct, mais qui, dans l'équivalent du direct, m'a interpellé sur ça. On sortait un certain nombre d'informations sur lesquelles je n'avais jamais été amené à communiquer. Donc, j'ai accepté ensuite de faire un portrait dans l'IB en me disant j'en parlerai plus, mais évidemment, ça vous suit un peu. Mais je l'assume parfaitement. C'est-à-dire que je pense que, je ne dirais pas que je suis un modèle, mais du coup, je peux être une référence. Et qu'au fond, la typicité d'un parcours, c'est se dire que tout le monde a sa chance. Moi, c'est vrai que j'ai fait des études... j'étais un lycéen moyen, j'ai fait des études moyennes et je vis en ce moment des moments extraordinaires. Je ne parle pas seulement du moment dans les 2 heures qui viennent où vous attendez un coup de fil pour savoir si vous restez au gouvernement ou pas, parce qu'on est en plus dans ce moment particulier d'actualité. Mais je vis quelque chose d'extraordinaire. Et je l'assume parfaitement parce que voilà, je crois que c'est dire à chacun et à chacune d'entre vous, il y a un moment donné, on peut se laisser aller. Et à un moment donné, on peut choisir de prendre son destin en main. C'est beaucoup plus difficile, mais si on le décide, on peut le faire. Et vous qui êtes des étudiants, qui avez vocation à avoir des responsabilités, ne négligez jamais cela. Mais ça implique sa part de liberté. Sa part de liberté, c'est prendre son risque à un moment donné. On y reviendra peut-être dans mon parcours politique. Il y a des moments où j'ai assumé de prendre mon risque, j'ai assumé cette forme de courage d'un retrait politique, même si je faisais perdre la qualité d'élu à un certain nombre de personnes, parce que je pensais, et je me suis construit dans un combat politique contre le Front National, et il reste au cœur de mon ADN et de ce que je suis. Puis dans une école qui parle d'Europe, je crois qu'on va évidemment se retrouver sur ce sujet-là. Mais voilà, donc vraiment, je revendique ça. Et il se trouve, je vous raconte l'anecdote, que j'ai fait la fac de droit d'Aix, où effectivement je fais un peu de syndicalisme étudiant, et on avait gagné les élections. C'est la première fois qu'un syndicat de gauche gagne les élections. Oui, gauche, c'est là vous retrouvez mon accent. Gauche, jaune, rose, voilà. Et il se trouve que le doyen m'a proposé d'être le parrain de la promotion de cette année. Et j'ai accepté pour lui faire plaisir, parce que je le connais un peu. Et j'y suis allé en me disant, bon, il faut que je prépare un discours, mais un peu indifférent. Et je peux vous dire que quand je me suis retrouvé dans l'amphithéâtre, où j'avais été étudiant, et que j'avais des yeux qui me regardaient, et je me suis dit, pétard, la promotion, et tu vas être le parrain de la promotion, bah, il y a une forme de fierté. Mais cette fierté, elle n'est pas liée sur ce que je suis aujourd'hui, parce que n'importe qui peut l'être, n'importe qui. Mais elle est liée au fait qu'à un moment donné, je sais que j'ai eu cette chance-là de me dire, ben, je peux choisir. Et j'ai choisi. Et puis, vu que vous avez évoqué le volet privé, j'ai en plus eu la chance de pardonner. Il faut savoir pardonner. Donc, nous savons tous que vous attendez d'aborder un sujet particulier qui est celui du remaniement ministériel actuel. Mais puisque nous avons envie de captiver un petit peu votre attention pendant cette conférence et qu'on aime bien faire planer le suspense, on abordera ces questions seulement plus tard. Pour commencer, on va parler, Monsieur Castaner, de votre relation avec Emmanuel Macron et avec La République En Marche.
On vous dit souvent fasciné, admiratif et même, comme Simon l'a dit, amoureux d'Emmanuel Macron. Vous, fidèle de la première heure, qu'est-ce qui vous a convaincu de le suivre lorsqu'il a fondé En Marche ? D'abord, je vais rebondir sur ce truc amoureux que je me suis mangé à peu près 250 fois. Mais c'est un truc, il faut apprendre à se taire, mais en même temps, je veux rester moi-même et assumer ça. Et juste, je disais, quand vous engagez pour quelqu'un, comme ça a été le cas avec Emmanuel Macron pendant la campagne, et où vous partez 6 jours sur 7 de votre maison, où vous prenez l'habitude de ne plus dormir chez vous avec votre épouse, de ne plus forcément voir vos enfants, il faut une telle énergie, un tel engagement. J'avais dit, c'est du registre de l'ordre amoureux, où effectivement, on est prêt à tout donner dans une relation amoureuse. Mais j'avais précisé, c'est du registre de l'ordre amoureux, le raccourci fait qu'on m'a prêté cette relation amoureuse. Mais elle est vraie aussi, c'est-à-dire que la relation amoureuse, elle est faite de passion, d'engagement, elle est faite d'engueulade, et j'assume d'en avoir de temps en temps pour des désaccords avec celui qui est devenu président de la République. Mais la question, c'est pourquoi je me suis engagé avec lui. Je ne croyais pas une seconde qu'il gagne l'élection présidentielle quand je me suis engagé avec lui. C'était assez tôt, à un moment où il n'était même pas encore candidat, mais j'étais membre du Parti socialiste et je pensais, et je pense toujours d'ailleurs, que le Parti socialiste est coupé en deux, entre des progressistes et des conservateurs. Et que Manuel Valls, Premier ministre, avait théorisé la rupture entre les deux gauches irréconciliables. Il parlait du PS et des autres gauches. Moi, je pense qu'il y avait deux gauches irréconciliables au sein même du PS, notamment sur la question européenne. Et qu'au fond, au moment du traité européen et du référendum où le non l'a emporté en France, le PS n'a pas eu une position claire. Certaines personnalités, comme Laurent Fabius, Michel Vauzel, pour la région PACA qu'on évoquait, avaient appelé à voter non. Et le PS n'a jamais osé retraiter le problème, parce que c'était un élément de rupture. Et je pense qu'au fond, il y avait vraiment ça, deux gauches au sein du PS. Et j'ai fait le pari d'Emmanuel Macron en lui disant, voilà, moi je veux bien t'accompagner, mais je te demande une chose, est-ce que tu t'engages pour 15 ans ? Tu ne t'engages pas seulement sur l'échéance à venir. Si tu t'engages pour 15 ans et qu'on peut construire cette force démocrate dont on a besoin, cette force centrale en France, à ce moment-là, je m'engage avec toi. Donc c'était une rupture de banc pour moi par rapport au PS, sur le fait que la ligne politique ne me convenait pas. J'ai toujours été dans la seconde gauche. Je suis rentré en politique, pas au PS, je suis rentré en politique pour et par Michel Rocard. Et au fond, il y a toujours eu cette seconde gauche. Donc aujourd'hui, pour moi, Emmanuel Macron représentait la possibilité de construire, d'installer la seconde gauche, c'est-à-dire une force centrale politique en France. C'est pour ça que je l'ai rejoint. D'accord. Et ce dévouement extrême pour Emmanuel Macron que vous avez depuis le départ, vous permet-il tout de même de garder vos propres idées et votre propre identité politique ? Est-ce que le fait d'être secrétaire général d'un mouvement qui est fondé autour d'un personnage très charismatique et très mis en avant n'étouffe pas parfois justement les idées personnelles des personnes qui l'entourent ? Ah oui, il y a deux choses dans votre question. D'abord, quand vous êtes dans la majorité présidentielle et que vous êtes une des paroles de la majorité présidentielle, il vaut mieux éviter d'étaler vos couacs, vos divergences sur la place publique. Il ne vous empêche pas de les discuter, de les négocier, de les faire évoluer. Le nombre d'arbitrages que j'ai gagnés est énorme. Prendre celui que j'ai perdu est nettement supérieur. Mais c'est le principe même de la discussion. Et d'ailleurs, il n'est peut-être pas si énorme pour le premier volet, mais bon, il ne faut pas le dire. Mais c'est le principe. Mais ensuite, quand il y a un arbitrage qui est donné par le chef, dans un collectif, par le président de la République quand vous êtes ministre, il faut le tenir. Il faut le défendre. Il m'est arrivé, y compris quand j'étais porte-parole pendant la campagne, d'être en désaccord sur certains sujets. Je vous en dire un en particulier, la chasse. Alors que je suis d'un univers de chasseurs, je suis un élu rural, j'ai rien contre la chasse, mais à un moment, il est parti sur la réouverture des chasses présidentielles. Et je me souviens, j'étais sur un direct sur France Info, et c'était la dernière question. Et là, j'ai dit, voilà pourquoi le président de la République pense ça. Et j'ai expliqué. Et puis, c'était plus fort que moi. J'ai dit, par contre, à titre personnel, vraiment, j'y crois pas une seconde. Alors, ça a surpris, parce que c'est effectivement ce qu'on dit. Voilà. Ensuite, il faut accepter ça. Par contre, mon boulot comme délégué général de La République En Marche, c'est d'ouvrir des débats, même quand il est en désaccord. Des fois, vous prenez une claque violente. Ça a été le cas il y a 3 semaines pour moi. J'ai demandé qu'on réouvre le débat sur la question des successions. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus con que le droit de la succession en France. Il a été fondé en 1792 pour une raison politique. Il fallait casser les grandes propriétés, éviter les baronnies. Et donc, on a inventé ce système génial où toutes les générations divisent les baronnies. Vous avez 100 hectares au départ, vous en avez 10 la fois d'après, vous en aurez 1 après, et donc du coup, vous supprimez les baronnies.
C'est comme ça qu'on a construit le droit de l'héritage. On héritait à l'époque à moins de 30 ans, et on mourait un peu brutalement alors qu'on était encore en activité. Aujourd'hui, on hérite à 60 ans quand on a fait sa vie, on meurt à 85 ans pour les dames, et vous êtes dans un système, vous avez dû faire un peu de droit, et peut-être pas de droit de succession, vous avez un système, par exemple, si vous avez 2 enfants, que vous n'avez plus vu depuis 10 ans, ce qui peut arriver, moi je me suis fâché avec mon père, voilà. Et que par contre vous avez une belle fille, qui elle vous accompagne jusqu'au bout, s'occupe de vous, et ben, elle va ne pouvoir disposer que de 1/3 de l'héritage, et elle va payer 40% d'impôts. Si vous dépassez les 100 000 euros, etc., ça dépend du montant. Je trouve ça totalement con. Et j'ai voulu ouvrir le débat de dire il faut rendre de la liberté aux gens qui veulent choisir de faire des donations tout au long de leur vie, par exemple. Sauf que j'ai été pris, après je serai moins bavard dans vos questions, dans mes réponses, sauf que j'ai été pris par la folie médiatique, alors que j'ouvre ce débat dans ces termes-là. Je rajoute même, c'est pas un enjeu fiscal, parce qu'en France, les fiscalités rapportent 12 milliards d'euros, en Allemagne 7, ça montre que c'est beaucoup trop en France. Donc j'essaye de déminer le truc, puis j'en rajoute 2 tonnes en disant, mais surtout, je ne veux pas augmenter les impôts, je ne veux pas augmenter les impôts, je ne veux pas augmenter les impôts. Premier titre du 20h de France 2, Christophe Castaner propose d'augmenter les impôts sur les successions. Là, emballement, donc je rame comme un couillon pour essayer, et le lundi, sans me prévenir, j'étais à La Haye, je sortais d'un rendez-vous avec le Premier ministre, et là, je vois les infos qui tombent sur BFM, et j'apprends que je me suis pris une cruelle claque de la part du président de la République à travers ses collaborateurs. Mais je m'en fous. Je pense qu'il faut ouvrir le débat, et que du coup, on peut avoir des désaccords. Mais globalement, il faut surtout que les désaccords s'expriment en interne. C'est moins bavard pour la suite, promis. Merci. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de votre relation avec Emmanuel Macron, notamment sur les différents travaux que vous avez eus avec lui auparavant. Vous avez été rapporteur de la loi Macron lorsqu'il était ministre. Aujourd'hui, le bilan de cette loi qui avait été adoptée au 49.3 est parfois contesté. Avec du recul, quel bilan est-ce que vous en tirez ? D'abord, un bilan politique, celui de refuser de s'enfermer dans des dogmes ou dans des doctrines. Parce que moi, j'ai trop vécu, je suis un vieux militant socialiste, j'ai trop vécu les prises de position qui étaient des postures politiques. Je vais vous prendre un exemple, l'apprentissage. Comme vice-président de la région, et j'ai eu un temps la formation, l'université en responsabilité, l'apprentissage, il y avait un truc qui était génial pour voir si vous étiez de droite ou de gauche et pour faire des faux débats, c'était de dire je suis pour l'apprentissage à 14 ans, donc là vous étiez un horrible tortionnaire esclavagiste de droite, et les autres qui disaient non, 16 ans, il faut travailler sur l'émancipation de l'enfant le plus tard possible, et là vous étiez un bon socialiste. Résultat, est-ce qu'à un seul moment on se posait la question de savoir si l'apprentissage marchait dans ce pays ou pas ? Non. Alors que l'apprentissage, on sait qu'il vous donne 7 fois plus de chances d'avoir un emploi si vous passez par l'apprentissage par rapport à un non-apprenti, qu'en Allemagne, vous avez 2 fois plus d'apprentis qu'en France, mais non, on a toujours refusé ce débat. Dans la loi Macron, on a ouvert tous les débats qu'on a pu. Et on s'est retrouvé dans une salle, celle de la Commission des finances, dans une commission spéciale qui travaillait là-dessus, et il n'y avait plus de droite et plus de gauche. Ça, c'est un vrai apprentissage. C'est-à-dire qu'on se posait la question de qu'est-ce qui marche, et je vous prends l'expression d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui vole ? Est-ce que ça vole ton truc ? Et on a essayé d'avancer comme ça. Jusqu'au moment où la politique nous a rattrapés. Il y avait Jean-Frédéric Poisson, qui n'est pas connu pour ses idées progressistes en matière de mariage pour tous, mais qui du coup était le whip de la droite des Républicains, qui a travaillé avec nous, et qui à un moment est venu nous voir et a dit au candidat président, pas encore candidat, à Emmanuel Macron, ministre des Finances, voilà, il lui a dit, bon, ben, finalement, on ne va pas voter. Et là, il a dit, pourquoi ? On a bossé ensemble, on a avancé, on est d'accord sur l'essentiel. Ah oui, mais le bureau exécutif des Républicains a dit qu'il ne fallait pas te faire ce cadeau, et donc on va voter contre. Ça a été un vrai facteur déclenchant chez Emmanuel Macron sur le fait que... Et donc mon premier enseignement, c'est le fait que oui, on peut faire du dépassement politique quand on se retrouve dans une salle et qu'on se libère des appareils politiques. Ensuite, très concrètement, il y a des mesures. Celle, par exemple, de casser le malthusianisme des notaires, sujet dont on a très peu parlé. Mais vous aviez un phénomène absolument dingue. Alors que vous aviez une augmentation de 590% des actes notariés depuis 2001, vous aviez une baisse de 1000 notaires en France. C'est-à-dire qu'ils ont organisé un malthusianisme pour faire en sorte de gagner plus de pognon. On peut appeler un chat un chat. Là, si jamais vous tweetez ça, je vais m'en prendre plein la tronche. Le tweetez pas, s'il vous plaît. Mais voilà. Donc, on a cassé ça. Et on a fait en sorte qu'on puisse ouvrir
l'accès à des jeunes étudiants en notariat, parce que vous savez très bien quand même que la meilleure façon de devenir notaire, c'est de succéder à son père. On en revient sur mon principe de succession. Mais c'était comme ça que ça marchait. Et donc on a cassé cette dynamique. Je prends que ces deux exemples, je pourrais être plus bavard. Il y a eu des sujets sur l'environnement, par exemple. Essayez de poser le principe qu'on peut faire autant d'ambition environnementale, mais avec moins de droits de l'environnement. C'est un vrai concept. En France, il n'y a une seule chose qu'on sait faire, dans le même esprit. Il y a un problème, on donne de l'argent. C'est la politique de l'allocation. On ne se pose pas la question de savoir si ça répare, si ça soigne, mais on achète, entre guillemets, par l'allocation. Quelquefois, c'est indispensable, c'est la solidarité. Mais souvent, on a ce réflexe. Et puis, on a un autre réflexe génial, c'est de se dire, ah, pour régler un problème, il faut faire une loi. Et là, vous faites des textes de loi. Et je peux vous dire qu'en matière environnementale, moi qui étais longtemps un élu local, si on pouvait supprimer, allez, la moitié des lois sur l'environnement, tout en portant l'ambition environnementale. Je suis un vrai élu bio-bio, moi. Hein. Je crois vraiment à ça, c'est ma vie. Mais tout en portant l'ambition, on pourrait aller 3 fois plus vite sur le moindre truc. Pour faire une opération publique d'aménagement du centre ancien de ma commune de Forcalquier, pour livrer 25 logements, il m'a fallu 10 ans. C'est ça le vécu. Et donc c'est vraiment ça. L'idée, c'était de simplifier, de déréguler tout ce qui pouvait être dérégulé. Et je prends un dernier exemple. On a commencé quelque chose qu'on poursuit dans la loi Pacte, c'est libérer la participation dans l'entreprise, l'intéressement et la participation. Le fait que, j'ai dit que j'étais plus court, je respecte pas, après vraiment je vais faire un effort, mais le fait qu'aujourd'hui dans l'entreprise, la citoyenneté n'existe pas. On est dans un rapport de négociation salariale. Chaque année, on va réclamer 2,5% d'augmentation, sans prendre la référence de l'inflation, sans prendre la référence du résultat de l'entreprise. Je crois qu'il faut inventer la citoyenneté dans l'entreprise. C'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient aussi dans la gouvernance de l'entreprise, et puis que quelque part, leur salaire, leur rémunération soit liée au résultat de l'entreprise. Ce qu'on fait tout en haut et qu'on ne fait jamais, c'est l'intéressement et la participation. Dans la loi Macron, par exemple, on a ouvert une faille pour faire en sorte que les plus petites entreprises, parce que la moitié des salariés en France ont de l'intéressement et de la participation, c'est les plus grosses, les autres non, on va faire en sorte qu'on puisse ouvrir la participation pour les plus petites. Et là, on le poursuit dans la loi Pacte, avec des mesures fiscales qui font que jusqu'à 250 employés, quand il y aura de l'intéressement et de la participation, il y aura 0 fiscalité, alors qu'on était à 20% il y a quelques années. Merci beaucoup. Je vous propose que nous parlions désormais de ce mouvement fondé par Emmanuel Macron, dont vous êtes aujourd'hui le délégué général. Vous avez d'ailleurs été conforté, entre guillemets, à la tête de ce mouvement par l'enquête Terra Nova de lundi, donc d'hier. Ouais, vous avez raison d'en parler. Je vous signale 7,25 de notre moyenne sur 10. Hein, moi, j'ai jamais eu une aussi bonne note. Hein. Un score de dictateur, en quelque sorte. Donc, sur La République En Marche, justement, dans l'actualité parlementaire, il a été possible de lire ou d'entendre ce qui peut être interprété comme certaines dissensions internes. Je pense par exemple à la volonté de former un pôle social au sein du groupe LREM à l'Assemblée nationale autour de Brigitte Bourguignon, la présidente de la Commission des affaires sociales. Je pense à certains députés qui ont eu du mal avec le premier budget du quinquennat, qui se sont sentis un peu obligés d'amender la suppression, en tout cas la conversion de l'ISF d'une taxe sur les richesses extérieures, qui n'a d'ailleurs rapporté que quelques milliers d'euros au lieu de 10 millions annoncés. Je pense encore aux petites égratignures de la bande à Poitiers, comme on l'appelle, ces députés un peu proches du président de la République, Sacha Houlié, Gabriel Attal, Aurélien Taché, Guillaume Chiche, par exemple. Ces petites égratignures contre le Premier ministre, contre les proches du Premier ministre, ou même contre vous-même, comme l'a rapporté le JDD fin août dernier. Monsieur le ministre, y a-t-il vraiment une unité à La République En Marche ? Oui. J'ai dit que je serais court. Non, mais alors, je vais être un peu plus bavard. Bon, d'abord, ne croyez pas tout ce qu'on lit dans la presse. Accessoirement, la bande de Poitiers n'existe plus, ils sont fâchés entre eux, tout ça, mais ce n'est pas le sujet. Et ils ont été les premiers, y compris pour les attaques, les remarques perso, à dire pas du tout. Ils tous m'ont appelé comme des dingues parce que je suis plutôt pour eux dans un statut de grand frère, voire de père, mais ça me vieillit, qu'autre chose. Donc, bon. Mais par contre, des problèmes, il y en a. Et ça ne me gêne pas. Moi, j'ai vécu les frondeurs au sein de la majorité avec le Parti socialiste. C'est-à-dire que quand un texte arrivait, on savait qu'on avait 35 qui allaient voter contre ou qui allaient être dans une logique de combat contre le texte. Pour de bonnes raisons par rapport à leur posture. Mais en fait, c'était un courant du Parti socialiste qui, du coup, marquait au sein du fonctionnement de l'Assemblée nationale sa posture de courant du Parti socialiste. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qu'on a au sein de notre majorité. Vous avez des expressions. On a un tel spectre de gens avec des parcours différents, avec des identités politiques différentes, qui viennent et qui vous expliquent que sur les vaccins, ils sont totalement contre.
et qui vont voter contre. Que sur l'Aquarius, il faut lui donner un pavillon, et donc certains vont manifester à Marseille. Alors que d'autres pensent qu'il ne faut surtout pas donner un pavillon à l'Aquarius. Mais c'est des positionnements réfléchis qui sont liés à leur propre vécu, leur propre histoire, leur propre expérience. Ce ne sont pas des postures de défiance politique. Donc ça ne me gêne pas. Ce que je veux dire, c'est que l'unité n'appelle pas l'uniformité sur tout. L'uniformité, c'est la pire des choses. C'est la façon de dire à chacun, taisez-vous. Or, il faut que le Parlement s'exprime, il faut que la majorité s'exprime, il faut que la diversité puisse s'exprimer au sein du groupe. Là où ce sera un problème, c'est quand j'aurai des gens qui seront dans la posture d'opposition au sein même du groupe. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on parle à présent d'un thème qui nous est cher à ESCP Europe et à Tribune ESCP Europe, c'est donc bien sûr l'Europe. En avril 2016, avec la naissance du mouvement En Marche, s'est développé le concept de la Grande Marche, 100 000 témoignages de Français de tous horizons, l'un des socles en fait, de la construction du programme présidentiel du candidat Macron à l'époque. Aujourd'hui, bien qu'annoncées durant la campagne et donc en partie issues de la Grande Marche, les réformes de l'exécutif peinent à convaincre l'opinion, on va dire. Pourtant, vous avez décidé de renouveler cette méthode de la Grande Marche, de réutiliser cette méthode de la Grande Marche pour construire votre programme, cette fois-ci pour l'Europe, pour les prochaines élections européennes. Êtes-vous donc persuadé que c'est la bonne méthode et quel bilan tirez-vous de la Grande Marche pour l'Europe qui s'est conclue il y a quelques mois? Alors un exemple, et ensuite une affirmation sur la méthode. L'exemple, c'est la première Grande Marche que vous avez évoquée. On a fait 3 réunions de rendu, une à Strasbourg, une au Mans, une à Toulouse, une à Montpellier. Et la première, à Strasbourg, on était dans une réunion avec le candidat président pour réfléchir au thème qu'on allait présenter. Et là, le président a souhaité que les 2 premiers thèmes qu'on aborde, ce soient les institutions et les violences faites aux femmes, les incivilités. Ce n'était pas du tout d'actualité. Sauf que quand on a fait la Grande Marche, quand on a été dans les quartiers, quand on a tapé aux portes, c'est le premier sujet qui est venu de la part des femmes qu'on a rencontrées. Ces incivilités du quotidien, ces mauvais comportements, ces mauvais traitements et quelquefois ces violences. On n'a pas attendu qu'il y ait un producteur américain qui montre toute sa vilainie pour s'en emparer. Emmanuel Macron, à ce moment-là, a dit « Mais dans la Grande Marche, ça nous a pété à la figure. » Moi, comme mec, je veux dire, je n'avais pas cette conscience-là. La Grande Marche, elle nous a éclairés sur ce sujet. Et quand on a présenté ça, je me souviens des commentaires des journalistes, c'était « Bon, on le savait déjà ?» Non, on ne le savait pas. Et la preuve, c'est qu'on ne l'assumait pas et qu'on ne l'a pas médiatisé. Et je pense que l'affaire Weinstein, MeToo, ont contribué à cette médiatisation, oblige certains comportements et en même temps libère des paroles, et c'est très bien. Et donc, ça a été vraiment essentiel. Et c'est remonté comme ça. Je veux dire, il y a des choses dont on pense qu'elles sont essentielles. Quand elles sont dites, c'est important. Deuxième élément, celle de la méthode. Notre ADN, c'est de partir du diagnostic. Et non pas du présupposé philosophique, idéologique ou politique. Moi, j'ai appris par cœur le petit livre rose du Parti socialiste et du bon militant du Parti socialiste. J'avais réponse à tout sur ces sujets. Mais si j'ai pris la question de l'apprentissage tout à l'heure, j'avais une réponse. Aujourd'hui, on part du diagnostic. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et puis sur la Grande Marche pour l'Europe, il y avait la volonté de partir du diagnostic, d'élaborer le diagnostic, mais aussi de mobiliser les gens sur l'enjeu européen. Parce que la seule mobilisation qui existe sur l'Europe, c'est d'être contre. Quand vous interrogez les Français aujourd'hui sur l'Europe, qu'est-ce qui est positif? On va vous parler d'Erasmus. C'est tout. Et sur tout le reste, on va parler soit de façon caricaturale, soit de façon réelle, parce qu'il y a de nombreuses critiques à faire sur le fonctionnement de l'Europe. Bon. Nous, on a commencé en disant on va aller parler aux Français, non pas de la liste En Marche, non pas de Christophe Castaner, mais de l'Europe. Et les premières questions, c'était qu'est-ce qui marche pour vous en Europe, qu'est-ce qui ne marche pas? Pour partir vraiment de ce vécu concret. Et on a frappé 230 000 portes en France dans 3 500 communes. Ce n'est pas négligeable. J'avais peur d'être trop parisien. On a été partout en France, y compris dans des villages perdus des Alpes d'Haute-Provence. C'est encore plus perdu. C'est chez moi, hein, je vous précise. Donc il n'y a pas de... J'adore. Bon. Et donc du coup, on a frappé. Et sachez que 3 portes sur 4, quand on a frappé en leur disant « Bonjour, nous sommes des marcheurs et on veut vous parler d'Europe », 3 sur 4 nous ont dit « Ok, rentrez ». Et les entretiens duraient 10 minutes. Donc c'était très impliquant. Donc moi, j'en retiens de façon positive que quand vous allez voir les gens et que vous leur demandez de parler, de les écouter, vous faites quelque chose de positif. Et puis surtout, il faut réinventer notre façon de faire la politique. Le mec en costume cravate qui vient avec un micro ou qui passe à la télé, il parle, comme on dit dans le Sud, à des gains. Et donc il faut assumer d'aller sur soit des médias différents,
soit avec des façons différentes de parler aux gens. Alors le numérique nous aide. Moi, j'ai 40% des marcheurs qui reçoivent un message de moi, tous formidables. J'en ai 40% qui veulent le retweeter, le rediffuser et qui le rediffusent. Imaginez 40% de mes marcheurs qui rediffusent à 10 personnes, et même si j'arrête la chaîne à ce niveau-là, je ne veux pas plus loin, je touche 1 800 000 personnes. C'est hyper intéressant. Ça, c'est des nouvelles formes de communication qui sont indispensables. Il faut aller dans des médias différents et il faut parler différemment. Je pense que tout le monde a été assez patient. Donc maintenant, nous allons parler des sujets qui intéressent un peu plus, davantage Flash Info. Bon, c'était bien jusque-là, quand même. Non, bien sûr. Je ne parle pas des réponses, mais des questions. Après Nicolas Hulot, fin août, Gérard Collomb a donc quitté le navire la semaine dernière. Apparemment. On me cache des choses. J'ai lu ça. Pourquoi Macron, qui avait suscité tant d'admiration et d'euphorie dans ses débuts, voit-il maintenant ses plus proches collaborateurs quitter le navire? D'abord, ni Hulot ni Gérard Collomb n'étaient des collaborateurs du président. Un ministre, ce n'est pas un collaborateur. Notamment parce que ça a cette liberté de pouvoir claquer la porte. Quand vous êtes collaborateur, des fois, vous êtes un peu otage de ne pas retrouver un emploi, etc. Nous, on a cette liberté-là. Si on ne l'a pas, à ce moment-là, on est collaborateur et donc on perd tout sens critique et toute liberté. Je crois qu'il ne faut pas mettre les deux démissions sur le même niveau. Nicolas Hulot, c'est une personnalité très particulière, très positive, très puissante, très forte, qui a incarné et qui incarne des choses, mais qui ne s'est pas senti à l'aise dans l'exercice de la fonction ministérielle. C'est dur, hein. Moi, j'ai envie du bonheur des gens et j'adorerais appuyer sur un bouton et donner du bonheur aux gens de façon systématique tout le temps. Je vous promets qu'Emmanuel Macron aussi, il n'est pas masochiste pour les autres, mais quand vous êtes confronté au principe de réalité, vous devez faire gaffe à des choses. Je prends un seul exemple, l'Aquarius. Moi, spontanément, quand il y a eu l'Aquarius 1, j'ai dit au président, il faut l'accueillir. Mais vraiment, c'était mécanique. Il y a un pays qui l'a accueilli, c'est l'Espagne. Ils l'ont fait, on a pris notre part de responsabilité, on a accueilli à notre tour des migrants qui étaient sur ce bateau. Dans les semaines qui ont suivi, il y a un message qui a été envoyé par l'Espagne en disant « You're welcome en Espagne ». Il y a eu 25 000 entrées irrégulières. Et donc c'est ça le principe de réalité auquel vous devez faire face. Et pour Nicolas Hulot, c'était difficile. Et j'ai accompagné Nicolas Hulot, j'ai un immense respect pour lui. Voilà. Gérard Collomb, c'est différent. Il a commis une faute stratégique. Il a annoncé qu'il voulait retourner à Lyon. Nous le savions tous. Vous auriez invité, moi je vais parler une fois des Alpes de Provence, mais vous auriez invité Gérard Collomb, il aurait déjà parlé 47 fois de Lyon. Bon, c'est chez lui, c'est bon. Donc on savait qu'il allait retourner. Il fait un choix courageux, celui de dire quand je rentrerai en campagne, je ne pourrai plus être ministre de l'Intérieur. C'est très nouveau. Moi j'ai connu des ministres de l'Intérieur candidats à la présidence de la République, ça choquait personne. Hein. Bon, ben là non. Et il dit en gros, un an avant, après les élections européennes, pas tout à fait un an, bah, je prendrai du champ. Voilà. Et là, il commet une erreur stratégique. C'est que dans toutes les responsabilités que vous aurez demain, comme en politique, si vous annoncez la date de fin, c'est fini. Parce que vous avez forcément ceux qui disent et qui trépignent « je veux la place ». Je pense à personne, mais je veux la place. Et puis vous avez forcément ceux qui disent bah, « de toute façon, c'est plus le chef ». Et l'administration, elle a cette capacité en plus à se dire il y a toutes les chances que le ministre passe, donc quand elle ne veut pas quelque chose, elle a une force d'inertie énorme. Mais là, elle sait que le ministre va passer. Donc le ministre a perdu son autorité. La presse en parle. Donc il y a une fausse stratégie. Ce n'est pas une question de personne. C'est une question d'orientation politique pour Nicolas Hulot. Il trouve qu'on ne va pas assez loin et qu'il aurait fallu éteindre la lumière tout de suite. Et puis pour Collomb, c'est une faute stratégique, mais ce n'est pas la même chose. Tous les deux, quand ils se sont exprimés sur leur départ, ont réaffirmé leur lien extrêmement fort avec le président de la République. D'accord. Et donc, alors qu'on s'attendait à voir le nom... Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, vous me dites d'accord par politesse, mais n'hésitez pas. Hein. Je pense que vous êtes plus à même d'y répondre, vous les connaissez bien. Alors qu'on s'attendait donc à voir le nom du prochain ministre de l'Intérieur annoncé aujourd'hui, les doutes planent encore dans les médias. On voit plusieurs noms qui planent un petit peu, comme notamment Gérald Darmanin ou Jean Castex, ou encore vous-même. Est-ce que vous serez le prochain ministre de l'Intérieur? Alors, comme a dit Gérard Collomb un jour, Joker. Alors, en plus, vous avez dit on s'attendait à l'avoir aujourd'hui. Non, on s'attendait à l'avoir la semaine dernière déjà. Mais le président de la République ne se laisse jamais imposer un tempo. D'ailleurs, vous avez remarqué que les journalistes ils sont habitués maintenant.
Avant, tout de suite, il fallait que ça vienne. Bon, là, ils n'osent même plus poser la question. Ils nous appellent hein, en disant quand oh, plus tard. Ça Donc nous là, arrange c'est vrai bien, qu'on comme avait ça, dit... vous êtes ici avec nous. On avait dit mardi. Mais du coup, voilà. Donc ça devrait venir ce soir, mais ce n'est pas totalement sûr. Donc on a abordé la question du gouvernement et des fonctions de plusieurs de vos collègues. Je vous propose que nous parlions à présent de votre fonction. Je vous coupe sur un truc. Je dis joker pour ne pas vous répondre, parce qu'évidemment, je ne vous répondrai pas, sachant qu'il y a peu de boulot dans lequel il y a un tel niveau d'incertitude. Et alors, quand vous êtes en remaniement ministériel, là, l'incertitude est constante. Donc, tant que vous n'avez pas entendu ou lu le communiqué de presse ou entendu le secrétaire général dire votre nom, il vaut mieux se taire. Et ensuite, surtout, ceux qui commentent le remaniement actuel, je peux vous dire qu'il y a 3 personnes, 4, qui sont au courant de qui va aller où. Le président de la République, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, le DIRCAP du Premier ministre. C'est tout. Tous ceux qui commentent depuis plusieurs jours, c'est du pipeau. Mais le pire, c'est qu'il y a des noms qui sortent uniquement parce qu'un journaliste y a pensé. Donc il va dire « Ah tiens, Raoul Duchemol ». Et là, vous avez un emballement et vous aurez 200 occurrences presse qui diront « Ah ouais, Raoul Duchemol pour l'élevage des fraises, c'est vachement bien ça ». Et ça va partir. Et aujourd'hui, on est dans un système, ça c'est pour vous interroger sur le système, qui a une capacité de production de conneries assez impressionnante. Je voulais justement revenir sur votre fonction au sein du gouvernement Philippe, tout du moins celle que vous occupez. Pas le lien entre production de ce que j'ai dit et mon lien. Mais... Tout du moins la fonction que vous occupez encore, on ne sait pas, peut-être pour quelques heures encore, celle de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Aujourd'hui, il existe plusieurs réalités sur l'organisation du travail parlementaire qui sont méconnues du grand public. Je pense par exemple au fait qu'une grande partie du travail sur un projet de loi se passe en commission, je pense au fait qu'il existe des réunions de groupe qui déterminent des positions communes, ou je pense encore au fait qu'il existe un système de présence par roulement en séance publique pour s'assurer le gain de vote. Le citoyen qui n'est pas au fait de toutes ces modalités, finalement, on a d'autres choix quand il voit un hémicycle vide de s'insurger et d'accuser les députés d'absentéisme, donc à la vue de cet hémicycle vide, alors même que ça peut simplement être dû à ces modalités du travail parlementaire. Faire de la pédagogie sur le travail du Parlement ne devrait-il pas faire partie de votre rôle de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement? Et puis plus largement, en fait, en quoi consiste cette fonction un petit peu obscure, je pense, pour le grand public, et qui mérite peut-être aussi une petite dose de pédagogie, de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement? Bon, d'abord, sur le premier volet, vous avez raison de dire que le travail se fait un peu partout et qu'un député, il doit être à la fois sur le terrain, à la fois à l'Assemblée, à la fois en commission, à la fois dans l'hémicycle. Mais qu'on a cette image, des fois, de voir l'hémicycle à 40 ou 50 personnes, ce qui a un peu changé, parce que la nouvelle génération des élus qu'on a mis, ils sont beaucoup plus présents. Mais souvent, l'hémicycle est aux 3/4 vide. Mais pour une raison simple, c'est qu'on est tous des spécialistes d'un sujet. Vous êtes à la commission des finances, moi j'étais rapporteur spécial travail-emploi, je n'ai jamais loupé une réflexion, une discussion sur ces sujets-là. Par contre, des fois, il y a des trucs sur l'armée qui passaient, ou des accords franco-béninois, je vous promets que je n'y mettais pas les pieds. Et que c'est un peu comme si on visitait une usine Renault, qu'on arrive à un poste de travail où on met les pare-chocs, et on s'étonnerait en disant « mince, il y a 2000 personnes dans l'usine, il n'y en a qu'un couillon qui bosse ». C'est ça la réalité, c'est que vous avez des postes de travail, quand vous êtes parlementaire, extrêmement divers, et que du coup, cette image, elle est totalement nulle. Mais elle est construite par un truc simple, c'est l'antiparlementarisme et le rejet de la politique. Je veux dire, tout le monde a en tête, et je suis sûr que vous, les premiers en partie, que les politiques sont corrompus, sont des feignants, se gavent, voilà. Et donc c'est ce qu'il faut arriver à tuer. Je vous assure que il y a des brebis galeuses comme dans toutes les professions, mais faibles. Et puis en plus, il y a tellement de systèmes de contrôle sur les politiques. Je vous donne un truc, hein. Vous êtes élu, immédiatement, vous êtes classé par votre banquier comme une profession à risque. Et si je dépose un chèque de 1 000 € sur mon compte en banque, j'ai une alerte, il faut que je justifie. Comme si j'étais trafiquant, etc. Enfin, c'est automatique. Aujourd'hui, vous avez un système où on vous met totalement à nu, et c'est plutôt bien. Je crois à l'exemplarité, et qu'il faut aller plus loin. L'exemplarité, pour réhabiliter le discours politique, il faut assumer d'être transparent. Moi, j'ai publié ma déclaration de patrimoine sur mon blog dès 2002. Voilà. Par contre, ça pousse derrière des débats un peu nuls. J'avais dit Renault Laguna, valeur 12 500, il y a quand même un type qui m'a envoyé un courrier pour me dire c'est pas vrai, c'est une initiale, j'ai vu, elle vaut beaucoup plus cher. Je lui ai répondu, je l'ai acheté il y a 3 mois d'occasion, elle vaut 12 500. Je l'ai toujours depuis 6 ans, elle vaut moins. Mais bon, voilà. Donc il faut réhabiliter ça, c'est le problème de l'image. Et ensuite, ça fait
partie de mon travail, non pas de réhabiliter l'image, même si je le fais comme je le fais là ou dans les médias. Mon travail, c'est plus un travail d'orfèvre. D'abord avec une équipe. Vous avez un cabinet petit, 5 personnes qui bossent avec moi dans le cabinet ministériel. Et c'est un travail d'orfèvre qui consiste alors à faire peut-être la première priorité, l'ordre du jour. C'est-à-dire que vous avez des cases, c'est le temps de travail des parlementaires en séance, et vous devez mettre tous les textes que vous avez en anticipant le temps qu'ils vont passer dessus, etc. C'est un boulot d'enfer. Quand vous faites un prévisionnel sur 3 mois, là je parle sous le contrôle de Clémence, il y a 25 ou 30 versions qui sont produites avant que ce soit finalement la bonne. Puis des fois, elle est bousculée. Bon. Et donc ça, c'est un travail très mécanique. Et le ministre en charge des relations avec le Parlement, il n'est pas en charge des parlementaires. Il est vraiment en charge des relations entre le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée, sur l'organisation du travail. C'est quelque chose de très technique. D'ailleurs, généralement, personne ne connaît le ministre en charge des relations avec le Parlement. Moi, j'ai une petite notoriété parce que j'étais porte-parole du gouvernement. Mais sinon, c'est extrêmement difficile, depuis que je suis délégué général du mouvement, mais c'est extrêmement difficile d'avoir une... Enfin, d'ailleurs, ils ne le cherchent même pas, mais vous n'avez pas de notoriété parce que c'est un boulot de soutien. Juste pour revenir sur l'absentéisme des députés, pour vous, il n'y a aucun problème et les critiques sur leur absentéisme sont complètement infondées? Non, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus ferme. Je vous ai dit sur l'exemplarité. Par exemple, on a une indemnité qui s'appelle l'IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. Elle fait polémique. Or, je vais vous dire, vous êtes député, vous avez une permanence parlementaire, vous avez des collaborateurs, vous payez leurs déplacements, etc. Franchement, ce serait totalement con de dire qu'il faut que ce soit payé par le député. Donc vous avez cette indemnité, l'IRFM. C'est comme si vous disiez à un chef d'entreprise, tu dois payer de ta poche les locaux que tu loues et ce n'est pas l'entreprise. Donc vous avez cette indemnité. Le problème, c'est qu'elle n'était pas transparente et qu'elle ne l'est toujours pas assez. Et donc vous pouviez effectivement garder l'enveloppe et ne pas la dépenser pour des activités professionnelles. Moi, je fais partie de ceux qui ont proposé, je n'ai pas été suivi, qu'on fasse comme pour le boulanger du coin. Il a des factures, il produit des factures, il y a un expert comptable ou un commissaire aux comptes qui valide en fin d'année, et la messe est dite, les 6 000 € par mois qu'il a correspondent à des frais. Je peux vous dire comme député que moi je dépensais plus que ça, donc je payais une partie de ma rémunération, ces frais-là. Mais donc il faut assurer ces transparences. Et c'est pareil sur la présence. Je pense effectivement qu'un député doit rendre public son agenda, qui n'est pas fait que de présentiel à l'Assemblée, qui est fait de terrain, qui est fait de réunions, mais il faut le rendre public. Et si vous voulez réhabiliter, si vous voulez refaire du lien avec le monde politique, c'est dur pour nous, mais le gap est tellement énorme qu'il faut qu'on y réponde par la transparence la plus totale. Alors on va me dire, oui, c'est du voyeurisme, je vous ai raconté l'histoire de Malaguna, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut sauver la politique, il faut garantir le maximum de transparence et d'exemplarité. Toujours sur la question du Parlement et plutôt d'actualité parlementaire cette fois-ci. Il y a quelques semaines, Richard Ferrand a remplacé François de Rugy au perchoir. Préalablement à cette élection, il est sorti vainqueur donc, du vote interne à La République En Marche pour désigner le candidat du groupe à la présidence de l'Assemblée nationale. Comment interprétez-vous le choix porté sur Richard Ferrand, alors même que d'autres candidats semblaient porter un renouveau un peu plus marqué? Je pense par exemple à Sandra Motin, la jeune ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et finalement, est-ce que La République En Marche ne fait-elle pas de la vieille politique sur cette affaire, tout du moins, à l'instar des partis traditionnels dont elle souhaite se détacher? Alors d'abord, ce n'est pas La République En Marche qui a choisi, c'est les députés qui ont choisi leur chef. Le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Composé de 48% de femmes, parce qu'il y a eu le débat de dire il faut une femme. On est fiers d'avoir presque atteint la parité, et on a encore un peu de marge, mais je peux vous dire que ça n'était jamais arrivé, 48% de femmes. Et donc, ils ont choisi celui dont ils pensaient qu'il était le meilleur. Pas d'un point de vue médiatique, parce que l'image de Richard Ferrand, pour une affaire sur laquelle il a eu 3 non-lieux, il ne faut pas oublier ça, mais l'image était cornée, et donc ils savaient que politiquement, c'était peut-être plus bankable de lire quelqu'un d'autre. Sauf qu'ils ont choisi celui dont ils avaient le sentiment qu'il était le meilleur. Sans instruction, et je vous promets qu'il n'y a pas eu d'instruction, etc., que j'étais même emmerdé quand on me demandait mon avis, mais par choix. Ensuite, il faut savoir que dans la vie, on a un peu de mémoire. Et que beaucoup des parlementaires qui sont là se souviennent de ceux qui ont pris leurs risques, qui ont accompagné Emmanuel Macron pour gagner, et qui les a fait élire députés. Ils se souviennent que Richard, c'est celui qui, jour et nuit, était au 6e étage du siège rue de l'Abbé Gault. Et que Richard a fait en sorte d'aller faire campagne dans les circonscriptions. Je l'ai fait aussi, mais j'étais moins engagé que Richard Ferrand. Donc ils ont choisi celui qui n'était peut-être pas le plus facile à gérer médiatiquement, parce qu'on savait ses difficultés, mais dont ils pensaient qu'il était le meilleur. Et moi, je peux témoigner,
allez observer comment il préside les travaux de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que ça a de la gueule. Juste avant de passer, donc on a terminé quasiment sur cette première partie de conférence. Juste avant de passer à la deuxième partie, dernière petite question très rapide, sous forme de questions à choix multiples. Il y a un an, vous occupiez le poste de porte-parole du gouvernement en même temps que vous étiez déjà secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Benjamin Griveaux, qui a ensuite pris votre place au porte-parole lors de votre entrée en fonction à la tête de La République En Marche, occupe depuis cette fonction à plein temps. Laquelle de ces affirmations est vraie, monsieur le ministre? 1. Vous étiez à l'époque débordé de 150%. 2. Vous étiez efficace de 50% plus que Benjamin Griveaux. Ou 3. Le poste de Benjamin Griveaux actuel est fictif de 50%. Ah non, c'est la deuxième. Je vous rappelle, la deuxième, c'est je suis meilleur. C'est bien noté. Et donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de la conférence. Bonsoir Monsieur Castaner. Bonsoir. Alors, on va passer du coup à la deuxième partie de la conférence qui se veut un petit peu différente pour apprendre à vous connaître et apprendre à connaître ce que vous pensez de manière différente, un peu plus décalée. Du coup, on va commencer par un Fast and Curious. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Vous connaissez ou pas? Pas encore. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez avoir à l'écran 2 propositions qui vont s'afficher, une en haut, une en bas. Le but est de choisir le plus vite possible, presque instinctivement, et sans forcément justifier. Vous êtes prêts? On va essayer. Alors vous allez voir, le premier est très facile, c'est un peu pour vous mettre dans le bain. C'est parti. Ancienne ou nouvelle coupe? Ouais, et chacun ses boulets. Voilà. Donc celle du bas. Hein. Très bien. Aix ou Marseille? Aix. Voilà, je suis vraiment pas content, je suis marseillais. Non, non, je fais mes études à Aix, et comme je suis devant des étudiants. Droite ou gauche? Gauche. Poste actuel ou nouveau ministère? Ah, il y a peu de chances que je reste dans le poste actuel. Oh, ok, très bien. Nouveau ministère. Oui, si je devais faire un pari statistique, voilà. Très bien, bien, merci beaucoup. Non, pop, il y a une troisième option. Ah. Pas de ministère. Attendez, parce que c'est marrant parce que du coup, poste actuel ou maire de Marseille? Ah. Alors, je vais répondre... non, parce que de toute façon, je vous ai dit qu'il y avait peu de chances sur l'un, il y a peu de chances sur l'autre. Ok, très bien. Europe fédérale ou Europe des nations? En fait, je pense qu'il faut proposer l'une l'autre. Mais voilà, je pense qu'il faut une Europe fédérale, mais en respectant les peuples. Très bien. Trump ou Poutine? Joker. Alors là, je suis pas obligé, là, pas déconner. Je comprends. Mélenchon ou Le Pen? Pareil. Non, mais non. Ils sont pas pareils tous les deux. Attention. Pareil, je veux pas répondre, mais j'ai un respect pour le parcours, pour le tribun, pour Mélenchon, et aussi pour les valeurs qu'il représente. J'en ai pas pour ce que représente, je parle pas de la personne, que ce que représente la famille, parce que manifestement c'est la famille Le Pen, et on peut dire la famille quand on voit que la petite fille a tellement honte qu'elle a changé de nom. Donc du coup, plutôt Mélenchon sur ce coup-là. Oui, non, je ne peux pas les mettre au même niveau. Contrairement à lui, qui n'a pas été capable de choisir entre Macron et Le Pen au second tour de la présidentielle, moi, je n'hésite pas sur mon choix. Les leçons du pouvoir de François Hollande ou Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler? Les deux sont pathétiques. Très bien. Donc c'est un joker un peu spécial. Alors, on va peut-être expliquer pour le public, mais tête de liste française pour les européennes ou tête de liste européenne pour les européennes? Il faut savoir que la République En Marche émet l'hypothèse de peut-être investir pour la tête de liste des européennes un candidat qui ne serait pas français. Du coup... Oui, alors, je ne vous annonce pas une décision, évidemment. mais enfin, si, je peux très bien prendre tête de liste européenne pour les européennes, parce que si c'est un Français, il sera européen aussi, et donc ça roule. Mais je pense que le symbole politique d'avoir une personnalité étrangère et européenne comme tête de liste aurait du sens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une efficacité politique, parce qu'est-ce que les Français sont prêts à voter pour quelqu'un d'extraordinaire, par exemple Margaret Vestager, qui est vice-présidente de la Commission européenne, celle qui a fait plier là, les 5 milliards, elle vient de filer un grand groupe dont je vais taire le nom. Bon, voilà, sauf que si vous dites aux Français Margaret Vestager, comme ils ne vont pas réussir à prononcer le nom, j'ai peur qu'ils n'arrivent pas à prendre le bulletin. On va passer à une deuxième petite activité, c'est le si vous étiez. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous étiez une femme politique. C'est facile, Simone Veil. Mais je ne suis pas très imaginatif. Oh, mais c'est tout à fait acceptable. Ah oui, ça je vous le confirme. Alors, un président de la République hors Emmanuel Macron.
on va naturellement penser au général de Gaulle, mais je vais plutôt penser à Jacques Chirac, humainement. Très bien. Un ministère. Alors vous remarquerez, on revient souvent dessus. Alors, il y a une boutade que je faisais pendant la campagne en disant non, pensez à un ministère, jamais, etc. Puis je disais, oh, le plus passionnant, les anciens combattants. Et on m'a dit vraiment arrête parce que tu vas te fâcher avec tous les anciens combattants. Donc voilà. Non, l'enseignement supérieur, attendez, je suis à l'ESCP. J'adorerais être ministre de l'enseignement supérieur. Ok. Une ville de France. Ah non, mais c'est ma ville, c'est Fort-Calquier. Une mesure du programme de 2017. Le dédoublement des classes en CP, CE1 dans les REP, parce que ça m'a permis de rencontrer une maman un peu avant Noël qui me disait, vous savez, j'ai eu 4 enfants, le dernier, il est dans une classe dédoublée, et j'ai l'impression qu'il a un avenir. Parce qu'on arrive à Noël, il sait déjà un peu lire et écrire, ce n'était pas le cas pour les 3 autres. Super. Et du coup, on va passer maintenant à la dernière partie de la conférence, qui est les questions du public. Donc n'hésitez pas à vous manifester. On va passer avec les micros. Bonsoir Monsieur le Ministre, et merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Je m'interroge sur les élections européennes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elles auront lieu en mai prochain. Ça va être une élection évidemment importante pour La République En Marche. Est-ce que vous avez considéré, ou est-ce que vous êtes en train de considérer, de réaliser des alliances éventuelles avec des partis qui partagent des valeurs et des idées de La République En Marche, comme je pense à Ciudadanos en Espagne notamment, pour affirmer vos valeurs européistes et progressistes dans l'Assemblée en mai prochain? Oui. Je vous la refais. Non, mais évidemment. D'abord, une remarque. Ce sont des élections extrêmement difficiles pour nous, parce que généralement, on se motive pour les élections européennes ceux qui sont contre. Et c'est d'autant plus difficile pour nous qu'on veut tenir un discours ambitieux sur la question européenne. C'est fondamental chez nous. Donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi, sauf s'il y a des questions, mais je pense que vous l'avez au moins aussi en tête que moi. Une école avec ce cursus de formation, qui d'ailleurs correspond à un modèle qu'on souhaite pour les universités. Emmanuel Macron, dans ses discours de la Sorbonne, avait appelé à la création d'universités européennes. Ça n'existait pas. À partir de la prochaine rentrée, il y en aura. Comme quoi, quand il y a du volontarisme politique, on peut faire des choses. Et évidemment, il faut chercher autour de nous des forces politiques pour nous rejoindre. Parce que gagner les élections en France, ce sera formidable. C'est très très bien, le délégué général sera ravi, mais ça ne servira pas à grand chose si on les perd ailleurs et si les populistes gagnent ailleurs. Et donc j'ai organisé une tournée européenne, le président de la République de temps en temps fait mon Sherpa, il est assez efficace aussi, et j'ai rencontré par exemple Albert Riviera, le patron de Ciudadanos, pour convenir de convergence, et nous les marquerons prochainement, et je me rendrai à Madrid normalement pour le congrès d'ALDE, qui se tient à Madrid et qui l'organise. Voilà, je prends cet exemple. Bon, je parlais des Pays-Bas, en parlant de BFM qui m'apprenait que je me faisais taper sur les doigts, je sortais de toute une série de rendez-vous pour aller chercher des progressistes européens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le débat n'est plus entre la droite et la gauche, mais il est entre les progressistes et les nationalistes. J'ai signé une tribune dans l'IB la semaine dernière, dans laquelle j'avais différentes personnalités qui viennent d'horizons différentes. Ciudadanos est dans le groupe ALDE. ALDE, ce sont les libéraux démocrates européens, mais j'étais aussi avec le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, qui appartient au groupe socialiste. Bon, et l'idée, c'est d'aller chercher comme ça des personnalités différentes. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Hier, le GIEC a émis un nouveau rapport qui était particulièrement alarmiste sur la question climatique. Et après tous les échecs qu'il y a eu sur cette question-là, comme par exemple la conférence de Copenhague ou alors les succès relatifs de la conférence de Paris, à titre personnel, je commence à avoir du mal à réellement croire que nous réussirons à atteindre la barre des 1,5 degrés d'augmentation de la température d'ici 2100. Et je voulais vous demander, Monsieur le Ministre, est-ce que vous, à titre personnel, vous pensez que nous réussirons justement à maintenir l'augmentation de la température à ce niveau-là? Et est-ce que vous pensez, dans le cas contraire, que votre gouvernement fait assez sur la question climatique? Merci. J'en sais rien. Parce qu'évidemment, je dois vous répondre, oui, bien sûr, il faut du volontarisme étatique, etc. J'en sais rien. Par contre, je me pose la question de ce que je fais moi. Je vous ai parlé de ma petite commune de Fort-Calquier. Moi, ça fait des années que je me bats à mon échelle, et je pense que vous, comme étudiant, comme individu, vous devez y contribuer. Et je ne dédouane pas la responsabilité des États. Mais
Chez moi, ça fait des années qu'on mange bio dès la crèche, ça fait des années qu'on éteint la lumière la nuit dans la ville, ça fait des années que j'ai interdit les phytosanitaires, ça fait des années que j'ai interdit toute forme de pollution, même visuelle. Il n'y a pas de publicité, de panneaux 4x3, etc. C'est interdit dans ma commune. Parce que je pense qu'à notre place, on est contributeur. Et parce qu'on est élu, on doit être exemplaire. Je ne fais pas de bâtiments en agglo dans ma commune. J'ai fait des bâtiments à énergie positive. Voilà, je pense qu'on doit vraiment porter cette exemplarité. Vous aussi. Un détail, hein, un mégot jeté dans la rue, aucun d'entre vous ne l'a jamais fait, c'est 500 litres d'eau polluée. Donc on est des citoyens et on est responsable. Et ensuite, il faut des grands choix et des grandes orientations nationales. Quand on décide de fermer, dans la loi qu'on a votée il y a quelque temps, l'ensemble des centrales à charbon en France, on contribue à cet objectif-là. Est-ce que ça suffit? Non. Non, et je pense qu'il faudra aller encore plus loin dans nos comportements individuels, tout comme il faudra que dans les politiques publiques, par exemple sur la question de l'isolation des maisons, on puisse y contribuer. Mais là, c'est la vraie difficulté de l'exercice. Quand on tape sur le diesel en augmentant le prix du diesel pour avoir une convergence avec l'essence, parce que c'est moins dangereux pour des raisons de maladie, là, pas seulement sur les questions d'effet de serre. Vous avez vu comme on est populaire. Tout à l'heure, on parlait de Nicolas Hulot. Je peux vous dire, j'étais porte-parole à l'époque. Il avait fait 3 médias, Nicolas, pour annoncer les bonnes nouvelles du budget de cette année. Et à chaque fois, il en a oublié une, celle sur l'augmentation du diesel. Et à un moment, c'est moi qui suis allé chez Bourdin sur BFM pour dire « Coucou, on va augmenter le diesel ». Un, ça interroge sur le courage politique. C'est toujours plus facile d'annoncer les bonnes nouvelles que les mauvaises. Mais deux, il faut du courage politique pour changer les comportements. Et vous avez vu comment sur le diesel, et ce n'est pas seulement lié à nous, on a changé les comportements des Français. Le diesel, avec ce paradoxe extraordinaire qu'on achetait des voitures, on produisait des voitures diesel en France, subventionnées parce qu'il y avait des taxes moins élevées que sur l'essence. Et le pire, c'est qu'on ne raffine pas de diesel en France, on raffine de l'essence. Il y a un contresens total d'un point de vue économique. Et en plus, il y a un enjeu médical majeur. Mais vous savez qu'en tenant ce discours et en assumant des taxes et de la convergence, cette année, pour la première fois, on a croisé les courbes entre l'essence et le diesel. Et maintenant, il faut juste aller plus loin et avoir des véhicules hybrides et des véhicules électriques et demain des véhicules à hydrogène. Donc tout ça, c'est notre responsabilité collective. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on dise « Ah ouais, mais alors comme l'État ne le fait pas, moi je ne le fais pas ». Et ce que je ne veux pas dire, c'est que la France dise « Mais comme les Américains, par exemple, ne le font pas, on ne va pas le faire ». Il faut qu'on soit extrêmement ambitieux, on l'est. Il faut maintenir la pression sur ces sujets. Et il faut aller plus loin que ce que nous avons fait encore. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'aimerais revenir sur la nomination l'élection de Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale, puisqu'on n'a pas évoqué le cas du MoDem, et notamment Jean-Louis Bourlange, qui était très virulent sur le manque de concertation de cette majorité présidentielle et parlementaire qui est censée constituer La République En Marche et le MoDem. Ma question, c'est finalement, quelle est cette majorité? Est-ce que le MoDem fait partie de la majorité présidentielle? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu une erreur, pas un malentendu dans la gestion de ce candidat à la majorité pour prendre le perchoir? Et je vous pose cette question à la fois à vous en tant que délégué général d'En Marche, mais en même temps en tant que secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Alors d'abord, on peut toujours améliorer les relations. Donc jeudi, je me suis rendu quelques jours après au congrès du MoDem au fin fond de la Bretagne, et il pleuvait. Mais bon, et du coup j'ai dit oui, il faut améliorer, oui, il faut faire des efforts. J'avais même fait une interview dans le journal L'Opinion avant Noël dernier, et où je disais on a été trop arrogant. Voilà, donc moi j'assume aussi ces travers-là. Le MoDem fait partie de la majorité présidentielle. Je vous assure que comme patron du mouvement politique, je passe mon temps à la rappeler, voilà. Mais dans toute relation de compagnonnage, il y a des moments où on se fait un peu la gueule. Mais il arrive que François Bayrou me fasse un peu la gueule aussi. Hein. Il arrive que des fois, je trouve qu'il n'est pas assez affectueux avec moi. Bon, mais je n'ai pas envoyé Bourlange en parler. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Je sais pas si vous me voyez. Moi, j'ai une question sur la dépense publique, puisque donc là, le déficit public est passé sous les 3%, comme la France s'y était engagée dans les traités. Mais on s'était aussi engagé à ce qu'elle diminue de 0,5 points de pourcentage par an. Et là, cette année, on la diminue que de 0,2. Et donc, en fait, elle reste quand même de fait très élevée. Et le ralentissement en plus de la croissance rend d'autant plus difficile l'équilibre. Donc, qu'est-ce que vous planifiez de faire pour la fin du quinquennat sur la réduction de la dépense publique, sachant que moi, extérieurement, je vous parle de manière en tant que citoyen, je pense que le quinquennat, là, il ne va pas plier, mais il y a eu un effort de réforme important.
Mais 2017, 2018, 2019, c'était le dernier budget sur lequel je pense qu'il y avait réellement c'était un vrai budget qui n'était pas un budget de campagne en fait présidentielle. Et je pense que 2020 et 2021, on est déjà dans l'avant présidentiel et donc les efforts budgétaires sont encore plus difficiles à faire. Donc voilà, qu'est-ce que vous planifiez de faire dans les années qui restent d'ici 2022? Merci. Alors d'abord sur le constat, ce pays est drogué à la dépense publique. Et est-ce qu'on y vit mieux sur certains sujets? Oui, on peut être fier de notre système de soins, par exemple, français, notre système éducatif. Mais est-ce qu'on y vit toujours bien? La réponse est non. On le voit sur la pauvreté, 9 millions de pauvres. Bon. Et je pense qu'on a toujours pensé que la réponse était dépenser un peu plus d'argent. Je faisais une référence à ça tout à l'heure. Il faut changer de regard. Est-ce qu'on va assez vite? Je répondrai oui, parce qu'en même temps, chaque fois que vous coupez un budget, et vous avez vu comme ça surréagit et que c'est pas très simple, bon, et que c'est pas à travers le ciseau budgétaire qu'il faut baisser la dépense publique, c'est à travers la réorganisation du système, c'est à travers ces politiques de transformation. Il y a une vraie différence entre la réforme et la transformation, c'est que c'est tout le système que vous voulez changer pour arriver à avoir un résultat différent. On fait un plan pauvreté qui a été salué par tous les acteurs engagés sur la question de la pauvreté, presque tous. Et l'objectif, c'est de dépenser moins d'argent pour accompagner les plus fragiles, mais en les sortant justement de la fragilité. Aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du RSA sont bénéficiaires du RSA depuis plus de 10 ans. Et si je regarde l'année prochaine, ce sera 50% depuis plus de 11 ans, 50% de plus de 12 ans, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment changer le système. Et je réponds très concrètement à votre question. N'oubliez pas, dans votre analyse chiffrée, qu'elle est juste, le 0,9 points en moins qui est lié au fait que le CICE l'année prochaine va nous compter double. Parce que c'est 20 milliards à peu près, c'est 20 milliards de dettes, parce que vous savez que le CICE, c'est ce qui est généré en fait et qui est remboursé l'année suivante. Ça avait été mis en place par le gouvernement par le président précédent et la majorité précédente. Mais comme il n'y avait pas d'argent la première année, on avait mis ce système où vous générez un droit de 100 pour baisser le prix du travail. Je dis le prix, moi pas le coût. Pour baisser le prix du travail et on vous versera 100. Et c'est un peu idiot. Donc autant dire, plutôt que ça vous coûte 100, autant que ça vous coûte tout de suite 95. Sauf qu'il y a une année où vous payez 2 fois. Et l'année prochaine, on paye 2 fois. C'est-à-dire qu'on va rembourser 20 milliards et on va prélever 20 milliards de moins. Et donc du coup, avec ces 20 milliards, vous enlevez 0,9 points et on est dans la courbe. Et dans la stratégie budgétaire qui avait été votée l'année dernière sur 5 ans. Il faut investir dans la transformation pour arriver effectivement à dépenser moins. Et c'est absolument, à mon sens, indispensable. Bonsoir, Monsieur le Ministre. J'aimerais revenir à une question sur l'environnement. Vous avez abordé ce sujet déjà en disant que chacun doit prendre ses responsabilités. D'accord. Mais est-ce que l'État ne doit pas aussi prendre ses responsabilités, puisque si manger bio dans les cantines, c'est un premier pas. Mais d'un autre côté, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait que les grandes lignes SNCF entre Paris et la province, par exemple, étaient les derniers grands projets qui allaient être menés dans les années à venir et qu'il développe les bus en parallèle en refusant d'interdire le glyphosate ou plusieurs autres mesures dans ce genre-là. Est-ce que aussi c'est pas de la responsabilité de l'État de prendre des grandes mesures qui vont donner une orientation véritablement plus écologique aux politiques publiques? Mais alors vous avez totalement raison, hein. Je pensais avoir été clair dans ma réponse d'avant. Je ne renvoie pas la responsabilité en disant c'est vous les coupables et démerdez-vous. Parce que je pense que nous avons une responsabilité collective et que l'État doit être exemplaire. Mais sur les 2 sujets que vous prenez, je pense qu'il y a un contresens sur le glyphosate, j'y reviendrai, et il y a une erreur de penser que les TGV c'est quelque chose de formidablement écolo. Et on fait un choix, celui d'investir sur les trains de proximité. Parce que depuis des années, on a laissé se dégrader totalement le réseau ferroviaire du transport pendulaire, celui qu'on utilise pour aller de son domicile à son travail et inversement, à tel point que plus personne n'a envie de l'utiliser parce que vous avez une multiplication des retards, etc. Et donc, on fait un choix, celui d'investir dans les trains que moi j'appelle les trains du quotidien. Mais parce qu'on croit dans le transport public et dans les moyens du transport public, on augmente forcément cela, on met 10 millions d'euros par jour dans la régénération du réseau SNCF parce qu'il faut préserver ces trains-là. Je ne suis pas convaincu que les très grandes lignes, avec tout l'impact environnemental que ça a, notamment sur les tracés, soient totalement bio-bio. Deuxième élément, sur le glyphosate. Je ne peux pas vous laisser dire ce que vous dites, même si votre perception elle est juste, parce qu'on se l'est mangé dans la tronche et qu'on s'est planté là-dessus. Mais quand même,
On débute la discussion, le glyphosate, ça relève de la législation européenne. On débute la discussion avec les Européens qui disent on va reconduire l'autorisation pour 15 ans. Nos représentants, Brune Poisson, Nicolas Hulot, se battent dans les réunions européennes pour obtenir 5 ans. Le président de la République française dit ça ne suffit pas, on va le faire en 3 ans, on va sortir en 3 ans. C'est ça la réalité de l'engagement politique. Et on perd un débat médiatique, celui du débat parlementaire. Parce que quelqu'un dépose un amendement en disant il faut l'interdire, il faut l'écrire dans le texte. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi ? Parce qu'on a un deal avec la profession agricole. Et que moi, je crois aussi à la République du dialogue, à la République de la concertation. On a un deal avec eux, ils nous disent on va tout faire, on va investir, et on paye aussi, dans la recherche pour sortir du glyphosate. Parce que 80% des agriculteurs utilisent le glyphosate, et aujourd'hui, si vous le supprimez, ils ne savent plus faire. Et donc, il ne faut pas négliger aussi cette difficulté-là. Je suis élu de la ruralité, je vous promets, je la connais, et je vous ai dit que je veillais à cette exemplarité-là. Et donc, on leur donne 3 ans. Et moi, comme patron de La République En Marche, j'ai pris la parole, encore chez Bourdin d'ailleurs, mais j'en fais d'autres, et j'ai dit, la confiance, oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et si dans 2 ans, on s'aperçoit que finalement, ils nous roulent dans la farine et qu'ils ne font pas les efforts pour sortir du glyphosate en 3 ans, à ce moment-là, on prendra les mesures pour rendre obligatoire la sortie du glyphosate. Et je crois qu'il faut accepter cette part de dialogue avec le monde agricole, parce qu'ils en souffrent autant que nous du glyphosate. Et donc, du coup, il faut accepter cela. Et il faut aussi vous dire un truc, c'est la décision politique, elle est facile quand elle est théorique. Quand elle est confrontée au réel, c'est un peu plus compliqué. Et si demain, parce que c'est une petite force de frappe, le monde agricole, si demain vous prenez des mesures en leur disant c'est comme ça et pas autrement et que vous les brusquez, il faut juste s'attendre à ce qu'ils viennent bloquer le périphérique. Il faut juste s'attendre à ce qu'ils manifestent et qu'ils aillent occuper des préfectures. Et là, on se fera engueuler aussi. Donc moi, je préfère le courage politique d'avoir ramené de 15 à 3 ans l'interdiction du glyphosate, et je préfère ensuite la République contractuelle avec un discours et un engagement que vous prenez chez les agriculteurs pour construire une réponse positive. Mais s'ils ne le font pas, à ce moment-là, il faut effectivement inscrire dans le marbre la sortie du glyphosate. Et encore un détail, puisque vous êtes européen, il y a un truc assez étonnant, c'est que le débat sur le glyphosate, c'est un débat franco-français. J'ai fait une tournée européenne, je peux vous dire que ce n'est pas du tout un sujet. En Europe, ce n'est pas le sujet. Et en fait, le glyphosate est un problème. Il y en a plein, et en France, on a coutume de prendre un sujet, de l'hypermédiatiser et de s'acheter une bonne conscience en parlant du sujet. Dernière question du public. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors, pour changer, encore une question sur l'écologie. Donc, franchement, tant mieux. Si votre génération, vous ne pensez pas que c'est fondamental, ce serait désespérant. Mais justement, c'est que c'est le problème des émissions carboniques est aujourd'hui un problème qui a été encore mis, comme l'a dit mon collègue, sur le devant de la scène par le GIEC. Et moi, je m'étonne sincèrement du manque de communication poétique qu'il y a sur le problème, notamment sur le fait que le GIEC dit que concrètement, il sera bientôt trop tard pour agir. Et s'il y a eu effectivement un accusé de réception qu'on a vu quand même dans le monde politique, je trouve qu'il n'y a pas énormément de réflexion publique et de prise d'engagement, de prise de position, pardon, on va dire marquante. Je comprends votre perception. Moi, qui suis un tout petit peu plus vieux que vous, j'ai le souvenir où il y a quelques années, quand on parlait, y compris le GIEC, quand il s'est constitué, et quand il parlait, il y avait plein de gens qui considéraient que ce n'était pas un problème, que la science trouverait une solution. Aujourd'hui, je crois que la conscience, en dehors du monsieur tout à l'heure au-dessus de Poutine dont on parlait sur le questionnaire, la conscience citoyenne et mondiale est une évidence. Les Chinois, par exemple, qui pendant très longtemps étaient dans une économie totalement productive sans se préoccuper une seconde des questions environnementales, ont totalement changé de regard. Sur la production d'énergie, pour changer de regard, ils choisissent le nucléaire. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais du coup, il y a aujourd'hui un regard extrêmement fort. Et la France est quand même à la manœuvre, même si on n'en parle pas assez. Le One Planet Summit qui a été organisé l'année dernière à Paris, qui consiste à lever des fonds pour justement aider les pays en développement pour arriver à financer ces mesures de transition écologique. Il s'est renouvelé la semaine dernière dans la suite de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, et ça a été à nouveau un succès. Peut-être qu'on n'en a pas parlé assez. Parce que là encore, on a une capacité à donner des leçons, mais ensuite il faut faire.
Et donc aujourd'hui, les pays en développement et les grandes puissances qui ont besoin de rattraper le retard économique juste pour que les gens aient du boulot et vivent correctement chez eux, c'est à eux qu'on va expliquer qu'il faudrait qu'ils fassent des efforts alors qu'on a endetté la planète pour 1000 ans. Et donc, on a une responsabilité sur ce sujet de les accompagner. Le président de la République, il y a un mois, lors de la conférence des ambassadeurs, a annoncé qu'on allait porter l'aide publique au développement à 1 milliard d'euros. C'est un effort qui n'a jamais été fait, mais qui doit être conditionné à ces exigences, effectivement, que si on investit dans des pays en développement, dans des pays africains à potentiel migratoire important, pour commencer à traiter de l'enjeu migratoire, du coup, il faut effectivement avoir ces exigences environnementales. On fait des choses. Est-ce que ça suffit? J'en sais rien. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir aux États-Unis, quand Trump fait du Trump et sort de l'accord de Paris, à ce moment-là, vous avez des États, des villes, des entreprises, et au fond, une citoyenneté américaine qui dit si lui il sort, nous on va continuer, on va compenser. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas du tout vécu il y a 5 ans. Donc il y a un bouleversement de la conscience. Est-ce que ça suffit? Je ne crois pas. Et c'est bien que vous posiez autant de questions que ça. Il faut qu'on soit, nous, plus offensifs encore. C'est mon opinion. Ainsi donc s'achève cette conférence. Toute l'équipe de Tribune souhaite vous remercier, Monsieur le Ministre, d'être venu échanger avec nous et vous souhaite d'ailleurs d'être un jour ministre de l'enseignement supérieur. Et nous souhaitons également remercier nos partenaires historiques, EY, le Journal des grandes écoles et le Champagne Jacquinot et Fils, de nous accompagner à chaque conférence. Nous vous remercions à tous d'être venus. Nous vous disons à bientôt et nous espérons vous revoir aux prochaines conférences.